RCF. Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Anne-Marie Chani, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans les programmes nivernais d'RCF en ces jours de rentrée. Vous êtes, on va dire, une nouvelle voix dans les programmes que nous vous proposons, chers auditeurs, auditrices, pendant cette nouvelle saison radiophonique. Anne-Marie Chani, vous êtes archiviste du diocèse de Nevers. Oui. Dites-nous, en deux mots, ça consiste en quoi, être dans le diocèse de Nevers archiviste? Ma mission, c'est de classer les documents pour qu'ils soient à la disposition, de les collecter d'abord et de les classer, pour qu'ils soient à la disposition des services administratifs qui en ont besoin, ou bien sûr de l'évêque ou du vicaire général, de l'économe, et en même temps à disposition des chercheurs qui s'intéressent à un sujet pour lesquels ils ont besoin d'avoir recours au papier produit par le diocèse. Donc c'est une mine d'informations également Oui. Pour la société civile. Absolument. Absolument. De Nevers. Aujourd'hui, vous nous proposez, peut-être sur 2 numéros, pour Oui. démarrer la saison, une introduction historique. Et en l'occurrence, nous partons de la Révolution, un juste rappel de l'Ancien Régime, pour commencer. Oui. Alors c'est vrai qu'après des siècles, pendant l'Ancien Régime où la France était majoritairement catholique, fille aînée de l'Église, les rapports entre l'Église et l'État sont radicalement bouleversés par la période révolutionnaire. Pendant l'Ancien Régime, la société était divisée en 3 ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état. Le clergé était un ordre privilégié, mais il faut bien se rendre compte que c'était un ordre disparate, parce qu'il y avait d'un côté les évêques, les abbés dans les abbayes, les dignitaires ecclésiastiques de l'Église, qui étaient très souvent membres de la noblesse, et les curés de paroisse, les vicaires, et surtout dans le monde rural, et les moines et les religieuses, qui, eux, étaient beaucoup plus proches du tiers-état. Et c'est un fait que soulignent les cahiers de doléances. Et ça se verra pendant la Révolution où le clergé sera finalement tiraillé entre 2 ordres différents, le clergé et le tiers-état. Durement tiraillé. Oui, durement tiraillé. À la veille de la Révolution, dans le diocèse, enfin dans la Nièvre actuelle, qui était partagée entre plusieurs diocèses, mais bon, on s'en tient aux frontières actuelles du département, il y avait près de 400 paroisses, 410 prêtres, 28 couvents d'hommes avec une centaine de religieux et 13 couvents de femmes avec 210 religieuses environ. Avec la Révolution, une partie de l'esprit des Lumières passe dans les faits. Et un des premiers documents très importants non seulement pour la France, mais pour le reste du monde, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le triomphe de la raison. Et en même temps, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen marque les principes fondamentaux du nouveau régime. Dans le préambule, il y a une simple référence à l'être suprême, plus rien à voir avec la fille aînée de l'Église, et l'affirmation de l'égalité en droit, un point sur lequel jamais on ne reviendra en arrière, ce qui marque la fin de la société d'ordre. Donc la Révolution vient bouleverser jusque-là le fait établi. Voilà, absolument, l'organisation de la société change radicalement. Alors, sur le plan de l'administration de l'Église, sur la proposition de l'évêque d'Autun qui était Talleyrand à l'époque, l'évêque propose que les biens d'Église soient mis à disposition de la nation, autrement dit confisqués. Et c'est ce qu'on appelle les biens nationaux. Et l'État devait en échange se charger de la subsistance du clergé et ça c'est très important, de tous les services qui étaient assurés jusque-là par l'Église, l'enseignement et l'assistance. Donc les biens confisqués deviennent des biens nationaux. C'est cela. On en parle souvent avec ces termes-là. Dans le droit fil et en application de la Déclaration des droits de l'homme, au nom de la liberté, les vœux religieux sont interdits. Et donc, les moines, les religieux sont amenés à disparaître et un certain nombre d'hommes, du coup, passent dans le clergé séculier et paroissial. Alors, un autre point extrêmement important, en juillet 1790 est votée la constitution civile du clergé. Donc nous sommes au lendemain de la Révolution, un an après. Oui, mais c'est toujours dans ce qu'on appelle la période révolutionnaire. La période révolutionnaire. Qui va jusqu'en 1800, jusqu'à l'arrivée de Napoléon Bonaparte. Et cette constitution civile du clergé
elle réorganise complètement l'administration, entre guillemets, religieuse, en harmonie avec la réorganisation administrative. Les départements ont été créés à la fin de l'année 1789 et du coup, chaque diocèse, on rationalise et il y a un diocèse par département. Et il passe de 135 diocèses sous l'Ancien Régime à 85. Donc forcément, il y a moins d'évêques, donc ça pose immédiatement des problèmes humains. Qu'est-ce que ça change, par exemple, rapidement dit à Nevers ? Ceux qui étaient évêques ne sont plus évêques. Ne sont plus évêques. Voilà. Le diocèse de Nevers qui était coupé, il y avait une partie du diocèse de Nevers, mais une partie qui dépendait du diocèse d'Autun et le nord qui dépendait du diocèse d'Auxerre vont se retrouver tous regroupés dans les frontières de la Nièvre. Avec un seul évêque. Avec un seul évêque. Alors, les évêques et les curés, il est décidé qu'ils seront élus comme les administrateurs civils. Et le pape ne joue plus aucun rôle, simplement il est informé. Et c'est un autre évêque qui sacre, enfin c'est ce qui est prévu, que le nouvel évêque. Et un point alors qui pose vraiment problème au clergé, c'est que les prêtres doivent prêter serment de fidélité à la Constitution, à la nation, au roi. Et ce sera un point de friction. Alors oui, parce que ça va couper le clergé, d'autant plus que le pape réagit seulement plusieurs mois plus tard. Donc d'après la constitution civile du clergé, le clergé devient un corps de fonctionnaires élus et on commence la mise en place et ils doivent prêter serment. Alors, c'est le début de ce qui deviendra un schisme entre clergé constitutionnel ou jureurs, donc ceux qui ont accepté de prêter serment à la Constitution, et les autres qui restent fidèles à Rome et qu'on appellera le clergé réfractaire. Et qui le paiera cher. Eh bien oui. Alors, dans la Nièvre, au début, j'ai les chiffres pour 7 districts. Il y en avait 9, mais bon, ça donne quand même une bonne idée. 240 prêtres prêtent le serment demandé. Certains ajoutent dans tout ce qui ne sera pas contraire à la foi. Et 120 refusent. On peut remarquer que certains prêtent serment, mais avec un certain aménagement. Avec une certaine restriction, oui. D'autant que certains ont prêté serment avant la position, que le pape fasse connaître sa position. Alors, une fois que le pape a protesté et que certains se rétractent après. Alors, l'évêque de Nevers était Monseigneur Suffren, il refuse le serment. Et le siège est vacant, et selon la Constitution, il faut élire un nouvel évêque. Et c'est le curé de Vandenesse, Guillaume Tollet, qui est élu et sacré par un autre évêque constitutionnel. C'est un homme austère, tolérant, d'une grande charité, mais de caractère assez faible et n'ayant sans doute pas l'envergure qu'il aurait fallu pour cette période tourmentée. Il sent bien le désarroi de son clergé, il manque de prêtres constitutionnels et dans l'ensemble, la Nièvre est plutôt constitutionnelle. Comme le centre de la France, c'est toute une zone où la pratique religieuse était déjà irrégulière. Dans les villes, les curés refusent dans l'ensemble de prêter serment. Dans les campagnes, les curés sont plus isolés, très attachés souvent à leur paroisse et à leurs paroissiens. Ils sont beaucoup plus nombreux à prêter serment, environ 2/3 du clergé rural prêtent serment. Quant aux paroissiens, ils restent attachés à leur curé, quelle que soit la position du curé. Alors évidemment, pour les réfractaires, c'est pas facile, mais ils sont cachés. Alors il y a ce caractère de grande proximité, effectivement, entre les prêtres en rural, leur population. Pour ça, oui, dans leur population, et c'est les cahiers de doléances en ont témoigné. Et combien de fois, pour les membres du tiers-état, dans les paroisses rurales, ce sont les curés qui ont tenu la plume, parce que tout le monde ne savait pas écrire. Et donc, ils étaient proches de leur... dont ils partageaient une vie pas facile. Ouais. Voilà, exactement. Alors, dans la suite de l'histoire de la Révolution, un certain nombre de mesures sont prises. La situation s'aggrave pour les prêtres réfractaires à qui on demande de s'exiler, voilà, ou sinon ils seront poursuivis. Et puis, toute une série de mesures sont mises en place. Une très importante que tous les généalogistes connaissent bien, c'est la création de l'état civil en 1792. Jusque-là, ce qu'on appelle les registres paroissiaux, ce sont les baptêmes, les mariages et les sépultures qui sont tenus par les curés, évidemment. Et c'est à partir de 1792, c'est la rédaction
de ces actes sont les naissances, les mariages et les décès, qu'ils sont confiés à des officiers d'état civil dans les mairies. Voilà, alors ça c'est très important. Voilà. Alors maintenant il y a encore des actes de catholicité, mais qui sont tenus par les curés et qui n'ont rien d'officiel. Enfin, ce sont des actes propres à l'Église, mais pas au reste de la société, rien ceux qui ne sont pas catholiques. Alors qu'avant, les baptêmes, mariages et sépultures étaient les seuls documents qui faisaient foi, puisque, alors, si vous voulez, les protestants, les juifs n'avaient pas d'état civil. Certains pasteurs tenaient des registres analogues, ceux des curés, mais voilà, la grande masse, c'était tout de même une population catholique. Donc en soi, pays. Administrativement, c'est une vraie révolution. Ah oui, c'est une vraie révolution. Puis alors, il y a des choses qui sont qu'on connaît, qui touchent moins directement l'Église, mais un petit peu, ce sont les changements des toponymes. Donc, on fait disparaître tous les noms qui rappellent l'Ancien Régime, par exemple, Château-Chinon, château, qui représentait la noblesse, etc. Ça devient Chinon-la-Montagne. Et puis, tout ce qui rappelait l'Église. C'est ainsi que Sauvigny-les-Chanoines est devenu Sauvigny-les-Bois. Saint-Martin-d'Oeil, Martin-d'Oeil. Saint-Andelin, Mont-Beauvais. Voilà. C'est vrai aussi pour les prénoms, où on donne de plus en plus des prénoms venant des sages de l'Antiquité, la nature, une vertu. Et par exemple, il y a eu un curé jacobin à Clamecy qui s'est fait appeler Bias, qui est un sage de l'Antiquité, Bias par an. Voilà. On réforme le calendrier. Alors ça, c'est une mesure pour supprimer le dimanche. On partage les mois en 3 périodes de 10 jours. Le dimanche devient le décadi. Il y a eu une forte résistance et le dimanche a continué. Enfin, dans la Nièvre, ça n'a pas vraiment été mis en place. Il y a eu une résistance très forte des populations. Et puis c'est là où on a changé les noms des mois aussi, où on est passé à ces noms de mois, Messidor, Floréal, qui rappelaient plus les saisons. Alors, sur un plan religieux, si je puis dire, on organise des cultes de la raison en l'honneur de l'être suprême, on organise des fêtes civiques. Et puis alors, plus concrètement, on démolit des clochers. C'est le cas de Saint-Étienne, qui a perdu ses 2 flèches. On a épargné la cathédrale, mais il y a beaucoup de clochers qui ont été abattus à ce moment-là. On récupère les cloches pour fondre le bronze, pour fabriquer des canons. Les ornements, les objets du culte en métal précieux sont confisqués aussi parce qu'il y avait besoin d'argent. Alors, les réfractaires, en 92, on renforce. Ils doivent vraiment, ou ils sont exilés, ou ils sont déportés. Et ceux de plus de 60 ans, en raison de leur âge, seront enfermés et on les enferme à l'abbaye Notre-Dame, l'ancienne abbaye Notre-Dame, puisqu'il est confisqué, comme au début de la Révolution. En avril 1793, ceux qui ne sont pas partis sont condamnés à mort. Et les prêtres, même les prêtres constitutionnels qui avaient prêté le serment, doivent ou se marier ou adopter un enfant. Et en 1794, 61 ecclésiastiques sont arrêtés, conduits à Nantes, puis à Brest. D'autres sont arrêtés à Rochefort et ils sont morts d'épuisement. Dans des conditions de maltraitance extrême. Absolument. Alors après la chute de Robespierre, les choses sont moins violentes et on revient à la liberté des cultes et à une certaine tolérance. Peut-on faire un petit bilan ? Sur le plan matériel, on parle de vandalisme. C'est un terme qu'on emploie régulièrement. Et de fait, des églises ont été pillées, des statues mutilées aussi, et des clochers démolis. Le clergé est fortement ébranlé avec la suppression des ordres religieux, la disparition des biens d'église et la coupure provoquée par le serment, qui mène à des positions vraiment différentes dans la vie quotidienne. Alors, les archives de cette période tourmentée, il faut bien dire, elles sont pour l'essentiel aux archives départementales. Toutes les archives du clergé, que ce soit le clergé séculier, les évêques, les paroisses, ou le clergé régulier, tous les ordres religieux, leurs biens ont été confisqués et leurs archives ont été confisquées en même temps que les biens. Alors, aux archives diocésaines, on a tout de même quelques documents de cette période. On a notamment le récit et de la correspondance de prêtres qui ont été déportés, le récit de l'abbé Humbert qui a été déporté et qui est un des rares qui est revenu et qui a raconté au jour le jour le calvaire qu'ils ont vécu. Et d'ailleurs, c'est des aspects qui intéressent des chercheurs. On possède aussi, alors ça c'est beaucoup plus rare, quelques registres de catholicité, quelques feuillets tenus par des prêtres réfractaires
qui ont noté les baptêmes qu'ils ont célébrés ou les mariages qu'ils ont célébrés en cachette, puisque c'était C'était interdit. Voilà, et qui sont restés aux mains des fidèles, dont quelques feuillets, on en a très peu, mais qui sont des feuillets très précieux, effectivement, qui témoignent de cette période. Oui. Merci pour cette première émission.